Lady vous écoute, vous revient avec un tout petit peu de retard pour la bonne cause. Aujourd'hui, c'était les célébrations du 20 mai au Cameroun. Vous avez pu les suivre en direct. J'en profite moi pour annoncer personnellement, ou plutôt pour souhaiter très bonne fête, ma foi, du 20 mai à toutes les femmes du Cameroun et puis allez, aux hommes aussi. Voilà qui est fait, c'était mon petit message personnel. Aujourd'hui, je vous propose que nous parlions des désillusions d'une migrante. Bien évidemment, nous ne parlerons pas que de la seule migrante en fond d'écran. Il y a toujours la situation des hommes, parce que quelquefois, ce qui est vrai pour les femmes l'est aussi pour les hommes. Mais non, je ne perds pas le nord pour les femmes. Quelquefois, c'est encore avec plus d'acuité. Sur ce plateau, je reçois deux personnes. Evelyne Mankou, bonjour madame. Bonjour. Merci d'être venue de Nice donc. Oui. Vous êtes auteur et vous avez fait l'expérience de la situation des migrantes, vous avez fait l'expérience de ces quelques désillusions et vous avez accepté de nous en parler. Oui, d'ailleurs j'en ai fait une petite nouvelle, je me suis inspirée de ma propre vie. Ça n'a pas été évident au début quand je suis arrivée, j'étais toute jeune. Puis depuis j'ai fait du chemin et tout va bien. Alors nous sommes fort heureux de l'entendre avec nous sur le plateau à monsieur Hubert Freddy Ndongbeng. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je vous présenterai comme l'administrateur d'Humanitas International que nous avons déjà reçu ici. Alors justement, je vous laisse la parole. Humanitas s'occupe de... Alors, pour revenir effectivement sur le sujet du jour, Humanitas International s'occupe de la solidarité franco-africaine et sur la question effectivement donc des migrants, nous mettons en place un dispositif pour accompagner le migrant à l'emploi, donc par la formation, par l'emploi et aussi effectivement nous occupons de l'orientation vers l'accès aux droits et donc la situation effectivement des personnes en situation régulière ou irrégulière nous intéresse en termes d'orientation. Mais Humanitas n'est pas un guichet pour régulariser les papiers, mais nous pouvons donner l'information. En tout cas. Voilà qui est dit, bien dit. Et surtout, alors je vous l'arrache avec césarienne, vous vous occupez aussi des femmes et pas seulement des hommes. Je m'occupe de tout le monde. Alors, un prétexte pour moi, je parle d'accouchement parce que vous êtes, Evelyne, auteure d'un ouvrage que l'on va voir à l'écran ou que je vais montrer d'ailleurs à la caméra qui s'intitule « Dialogue imaginaire et imagé d'une maman enceinte avec son bébé ». Voilà, on le voit à l'écran. Dialogue imaginaire et imagé d'une maman. Alors, c'est insolite. C'est insolite parce que le bébé, tant qu'on ne l'a pas vu, entendu, élevé et parlé, on ne sait pas qu'il peut parler. Or, dans votre ouvrage, c'est cette conversation qu'il y a entre cette maman, oui, cette future maman et son futur bébé. Oui, c'est ça. En fait, le futur bébé dans le bouquin représente la conscience de la mère finalement. C'est pour cela, dans le titre, j'ai précisé « imagé ». C'est une façon de transporter un peu le lecteur de manière à s'introduire un peu dans l'imaginaire, de ne pas rester vraiment sur le titre « dialogue ». Voilà, donc c'est finalement la conscience de cette jeune femme qui est trentenaire, qui est enceinte, qui lui parle à elle-même. Ce n'est pas directement le fœtus en lui-même, en fait. Alors très bien, le lecteur doit faire transposer, et moi j'ai commencé à transposer parce qu'avant cet ouvrage, vous en avez rédigé un autre, ce sont des nouvelles qui s'intitulent « La misère humaine ». Oui. Et la misère humaine donc fait le parallèle entre le bébé que serait l'Afrique aux yeux de l'Occident qui l'infantilise en permanence. Oui, et en fait là, dans La misère humaine, c'est une série de nouvelles, il y en a 10 justement, et vous parlez de bébé, donc une continuité. Là-dedans, justement, je parlais, l'Afrique, on le sait, est le berceau de l'humanité, mais c'est sûr que depuis des siècles, on y rencontre vraiment des problèmes excusez-moi, les tracts. Il y a pas mal de problèmes, beaucoup de misère, autant sanitaire. Là, je fais allusion au sida. Après, il y a beaucoup de précarité, des guerres aussi dans plusieurs pays. Ça, vous le savez bien que moi aussi. Et donc, j'ai fait un peu le tour de tout ça en Afrique et en Europe aussi. Donc là, je parlais dans cette nouvelle des immigrés africains qui ont choisi de quitter l'Afrique et de venir un peu se chercher une nouvelle vie en fait en Occident. Et malheureusement, quelquefois, il y a des désillusions parce que ce qu'on espérait obtenir n'est pas toujours ce que l'on trouve. Je vous redonne la parole. Donc, vous, en votre qualité d'administrateur au sein d'Humanitas, vous proposez, vous offrez en tout cas de la réinsertion sociale au public qui vient vers vous. Avez-vous vu sur leur vécu antérieur lorsqu'ils arrivent à vous? Est-ce que vous vous entretenez avec eux? Est-ce que vous savez le parcours qui a été le leur une fois qu'ils sont arrivés ici? Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans cette situation qui nécessite de la réinsertion professionnelle, par exemple?
Au niveau du Balitas, nous avons un conseiller d'insertion donc, qui reçoit effectivement les primo-arrivants, comme on dit, donc les premières personnes qui ne connaissent pas du tout comment l'accès aux droits, les différentes informations administratives dont ils ont besoin en France. Donc on a un conseiller d'insertion qui est à même de pouvoir donner toutes les informations. Mais je répète une fois de plus que Balitas n'est pas un guichet unique pour... N'est pas la préfecture de France. Voilà, donc nous essayons de faire un travail parce que bon, nous tous, on est migrants, on vient de quelque part et donc d'où on s'est organisé pour essayer d'apporter l'information, de faire de l'orientation. Mais c'est pas nous qui régularisons. Mais toutes les personnes qui en seront, nous avons un conseiller d'insertion qui a même de rédiger les CV, de rédiger les parcours, d'étudier les parcours et de faire des orientations par rapport aux difficultés à la lecture, aux difficultés à l'écriture, à l'initiation informatique. Donc à ce niveau, effectivement, nous faisons un travail donc depuis une dizaine de mois. Donc il y a des personnes qui sont en place pour s'occuper donc des diverses personnes qui viennent vers nous. Et sans faire un gros sondage Ipsos ou quoi que ce soit quand on fait les élections, avez-vous quand même une vue sur le pourcentage dans votre public des femmes qui sont en difficulté par rapport à la formation initiale en comparaison aux hommes? En tout cas, nous recevons, on discute un petit peu en antenne, le public que nous recevons en majorité est féminin. Parce que, bon, les hommes, c'est plus discret, parce qu'un homme, ça a besoin d'être fier, il ne viendra pas forcément, même s'il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Par contre, une femme en France, bon, elle a besoin de sa liberté, donc ce sont les femmes qui se présentent chez nous en premier, mais les hommes nettement moins, parce que, voilà, donc ils préfèrent enfouir leurs difficultés, leurs problèmes en eux. Mais le public que nous recevons, en majorité, donc ce sont des femmes. Cela est certainement dommage et dommageable pour ceux de ces hommes qui ont des besoins et qui ne se dirigent pas, que ce soit vers les services sociaux. Alors je sais que les assistantes sociales n'ont pas très bonne presse auprès des hommes, notamment parce qu'elles seraient incriminées de donner les clés de la liberté aux femmes. Mais c'est suffisamment dommageable pour que, dans le cadre de ces frustrations, ils aient une interaction négative à l'endroit de leur compagne, non? Je pense que c'est une question de fierté, parce qu'un homme préfère enfouir ses problèmes, ses difficultés en lui, et affronter le quotidien avec 10 milliards de difficultés, alors qu'une femme, donc, elle a le sens de l'organisation, donc elle sera prête à pouvoir aller vers des structures qui seront à même de pouvoir lui apporter l'information dont elle a besoin. Mais je pense que les hommes, nettement moins, et je pense que le public migrant, que ce soit africain, ne va pas vers les associations, vers les structures qui seront à même de pouvoir leur apporter l'information jusqu'au moment où effectivement il y a des problèmes plus graves, centres de rétention, et c'est là qu'ils comprennent que non, mais il fallait s'y prendre tout de suite dès le départ. Alors, donc vous parlez de fierté des hommes, fierté mal placée, certainement. Nous parlons donc de ces migrants à une situation où il y a un enchevêtrement de situations, la question des papiers, la question de l'accès à l'emploi, de la formation initiale. Et par rapport à cela, par rapport à ce qui vient d'être décrit, Evelyne, lorsque vous écrivez cet ouvrage, c'est qu'il y a une part d'autobiographie, de vécu. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Moi, je me suis beaucoup inspirée de mon expérience. Oui. C'est vrai que quand je suis arrivée en France, j'étais relativement jeune, donc vulnérable aussi, et femme, donc ça n'arrange pas les choses. Et donc je me suis beaucoup inspirée de ma propre vie et de mon parcours, voilà. Alors, monsieur nous parle de stoïcisme, en quelque sorte. Les hommes souffrent et souffrent en silence et ne vont pas au-devant des solutions, quand bien même il y en a. Et pour en revenir au parallèle qu'il y a entre vos deux nouvelles, le stoïcisme, alors c'est très philosophique quand même, hein, vous parlez de Socrate. C'est vrai. Alors, ce stoïcisme qui voudrait que l'on souffre sans rien dire, est-ce que vous pensez que les femmes sont plus aptes à souffrir en silence que les hommes? Je ne pense pas, justement. Je trouve que les femmes, au contraire, elles sont là pour faire avancer les choses. Donc, comme disait monsieur, elles vont plus aller vers les structures qu'il faut, justement, pour essayer en tout cas, moi, c'était mon cas il y a quelques années. C'était très difficile. Je me suis battue parce que je ne pouvais pas rester comme ça dans cette situation. Et puis voilà, au jour d'aujourd'hui, tout va bien. Voilà. Alors avant que vous nous fassiez part de votre expérience, je vous propose qu'ensemble nous regardions une vidéo dans GTV qui nous fait état de la situation d'une femme sans papier, une sans-papière dit-on quelquefois, qui se bat pour rester en France. Écoutez. Il y a un an, cette jeune femme d'origine camerounaise, que nous appellerons Colline, décide de quitter son mari, qui habite dans une commune proche d'Angers.